Jean-Marc Daniel, bonjour. Merci beaucoup de venir aujourd'hui nous parler de votre dernier livre. On vous connaît bien à la Fondapol. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes économiste, enseignant à l'ESCP. Vous dirigez la revue Sociétale, vous êtes chroniqueur au Monde. Et chaque matin sur BFM Business, vous éclairez l'actualité économique avec la lumière de l'histoire et de la théorie économique. Vous avez publié en 2007 Le socialisme de l'excellence, qui est un livre que, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié, qui expliquait comment réintroduire de la fluidité dans la société française. De nombreux autres livres. En 2012, 8 leçons d'histoire économique. Il a utilisé l'histoire pour expliquer l'actualité. Vous aviez publié une note en 2011 sur réduire notre dette publique à la Fondapol, et vous publiez aujourd'hui l'état de connivence chez Odile Jacob. Pour résumer votre thèse de manière très synthétique, vous expliquez que c'est l'interventionnisme public qui est né du keynésianisme issu de la pensée de John Maynard Keynes, économiste du XXe, qui a multiplié les rentes aujourd'hui dans la société française, dans l'économie française. Et pour en sortir, vous expliquez qu'il faut plus de concurrence, et vous dites qu'il faut une nouvelle forme de keynésianisme, mais inspirée cette fois de François Quesnay, l'économiste du XVIIe. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est-à-dire que je pense que nous vivons une situation dans laquelle il faut revenir à François Quesnay, au physiocrate au XVIIIe siècle, qui avait compris que la force de la concurrence était une force qui allait servir non seulement les gens qui sont sur le marché, mais l'ensemble de la société. Je crois que nous traversons une crise qui est liée à trois éléments clés, à trois erreurs. Une erreur de diagnostic, c'est-à-dire on croit que c'est le capitalisme, la finance qui sont à l'origine de nos difficultés, alors que c'est une forme d'épuisement de la croissance qui est liée à une perte d'efficacité de l'appareil productif par moins de progrès technique. Donc il faut retrouver du progrès technique, une erreur d'objectif, et donc là on retrouve les objectifs keynésiens qui se veulent de lutter contre les inégalités et de promouvoir des politiques systématiques de lutte contre le chômage, quel qu'en soit le prix, y compris en termes d'inflation, alors que le but c'est de lutter contre la pauvreté, contre l'abaissement d'une partie de la population, et l'objectif c'est la croissance, le pouvoir d'achat, la dynamique économique, et puis donc cette erreur sur les outils, c'est-à-dire utiliser l'État alors que l'État génère des rentes, et ne pas utiliser la concurrence qui elle est porteuse d'efficacité économique. Donc en fait, selon vous, on a aujourd'hui non pas un excès de marché, un excès de libéralisme, comme on l'entend régulièrement, mais plutôt un défaut de concurrence, un défaut de marché, un défaut de libéralisme. Oui, je crois qu'on a un défaut de libéralisme, et ça pour deux raisons. La première, parce que sur le plan théorique, comme sur le plan pratique, encore une fois, la concurrence est un moyen à la fois de récompenser les talents, ce que je disais dans le premier livre dont vous avez parlé, le socialisme de l'excellence, de permettre à chacun d'exprimer et de recevoir, d'exprimer son talent et de recevoir en échange de la société l'équivalent de l'expression de ce talent. Et puis la deuxième raison, c'est que non seulement c'est un outil efficace, mais c'est un outil qui correspond à l'état d'esprit de la population. Dans le livre, je prends l'exemple des marchés noirs qui apparaissaient dans les pays d'Europe de l'Est, et puis je prends aussi l'exemple du Père Noël. Je dis le Père Noël est la dernière institution communiste que nous connaissons, parce que quand on fait des cadeaux à quelqu'un et que ce quelqu'un considère que ces cadeaux ne sont pas ceux qu'il attendait, ceux qu'il espérait, en ce moment, il les remet en vente sur Internet. Et donc, spontanément, le marché, la concurrence, la dynamique d'échange s'impose à toute volonté de vous contraindre et de vous encadrer dans un système prédéterminé. Et puis c'est justement cet exemple qui le montre, la multiplication des échanges d'informations, l'existence d'Internet fait qu'on peut créer véritablement un marché concurrentiel tel que la théorie économique l'a conçu. Alors, votre question venant sur le capitalisme et Internet, j'en viens peut-être à une question que j'avais gardée pour la fin sur l'élargissement du sujet. À vous lire, on comprend que le marché est en train de triompher. Comment est-ce que vous interprétez les théories, qui se veulent visionnaires d'un Jeremy Rifkin qui explique qu'au contraire, le marché et le capitalisme vont disparaître dans une décennie ou deux? Alors ce qu'il raconte, lui, c'est que le marché tel que nous le connaissons, la théorie économique qui a organisé, conçu et modélisé ce marché, repose sur un prix égal à un coût marginal, et dans toute activité économique, et dans ce coût marginal est croissant parce qu'il y a des rendements décroissants. Et la théorie de Rifkin, c'est de dire, non, avec l'information, la théorie de l'information, il n'y a pas de rendement décroissant. Il n'y a pas de rendement décroissant, au contraire, il y a des rendements croissants, donc le coût marginal est égal à zéro. Et donc la logique capitaliste traditionnelle conduit à une société de gratuité absolue. Et comme on ne peut pas concevoir une société de gratuité absolue, il faut rémunérer le travail, le système va être obligé d'accoucher d'un nouveau mode d'organisation. D'abord, on n'en est pas encore là, et ensuite, derrière toutes ces théories,
Il y a l'oubli, alors je vais m'associer à toutes les gens qui se prennent un air inspiré en disant mon objectif c'est l'homme. Quand on n'a pas d'idée, on dit non mais moi la finance mon objectif c'est l'homme. Mais je crois que derrière toute activité économique, toute activité sociale, en fait il y a des hommes. Et les hommes, eux, ils sont en rendement décroissant, c'est-à-dire que toute activité économique finit par être un échange de travail, même si effectivement cet échange, une fois que le travail a été réalisé, se fait dans des conditions qui ne sont pas exactement celles qu'il y avait au XIXe siècle. Et donc il y a toujours des rendements décroissants sur les hommes, il y a toujours des mécanismes qu'il faut apparaître. L'émergence d'un prix, l'émergence d'un marché avec un prix. On l'a vu d'ailleurs par exemple sur la radio. Les théories de Rifkin, on les avait vu apparaître sur la radio où on disait le coût marginal de l'auditeur supplémentaire étant égal à 0, la radio ne pourra pas exister sauf à être publique. Puisqu'il n'y a pas de prix, c'est 0, c'est gratuit. Comme il faut payer les gens qui sont à l'antenne, il faut forcément que ce soit des institutions publiques. Sauf que maintenant, plus personne ne considère qu'il est légitime que les institutions de radio soient des institutions publiques. Presque plus personne. Sauf à part les agents de France Inter, plus personne ne considère qu'il est légitime que les radios soient publiques. Pour revenir plus directement sur votre livre L'état de connivence, vous expliquez que la crise de 2008, donc la crise des subprimes, est le résultat du capitalisme de connivence, une théorie qui est très intéressante, qui rejoint en partie le travail qu'avait pu faire celui qui est aujourd'hui président de la Banque centrale indienne, Raghuram Rajan, qui avait expliqué que c'était non pas la faute du marché, mais la faute de l'État américain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette analyse ? Oui, je pense qu'effectivement, la crise de 2008, qui est d'abord s'inscrit dans une logique cyclique, c'est-à-dire régulièrement l'économie connaît des phases de ralentissement, voire de récession, tous les 7-8 ans. Et donc, il y avait eu une ascension très très forte en 1992-93 en Europe et aux États-Unis. Il aurait dû y en avoir une assez forte en 2000-2001, mais justement, elle a été effacée par un interventionnisme débridé des autorités américaines pour des raisons assez compréhensibles sur le plan politique. 2001, c'est l'année des attentats du 11 septembre. Et donc, on a payé ça sous forme d'une amplification de la dynamique cyclique en 2009. Mais plus généralement, la politique économique qui a été menée aux États-Unis, qui est une politique que l'on qualifie de néolibérale, n'est pas du tout libérale. C'est une politique à la fois de déficit budgétaire. Reagan a considérablement augmenté le déficit budgétaire. Ça a été corrigé par la suite, mais c'est une politique, effectivement, dans laquelle l'État est très interventionniste, avec un soutien de la Banque centrale qui perturbe complètement la formation des taux d'intérêt. Magic Greenspan, qui avait été porté au nu et puis ensuite qu'on a quasiment menacé de traîner devant les tribunaux. Il menait une politique monétaire au nom de l'irrationalité des marchés. C'est irrationnel, personne ne comprend rien, il y avait que lui qui comprenait, dont l'objet était systématiquement de perturber la formation naturelle des prix par un interventionnisme monétaire débridé. La conséquence, c'est que effectivement, on a ce mécanisme d'inflation des bulles financières qui rebondit dans la connivence, en ce sens qu'une fois qu'une banque s'est trompée dans ses placements, eh bien, elle est sauvée par l'État d'une façon plus ou moins directe, au nom du too big to fail. C'est-à-dire que vous avez un système où les taux d'intérêt sont trop bas, les gens qui sont censés gérer le mécanisme financier, s'appuyant sur ces taux d'intérêt très bas, prennent des risques totalement irresponsables, et au moment où ils sont soumis à la sanction naturelle de l'économie, ils se tournent vers l'État, et là, ils obtiennent le renflouement de leur institution. Et donc, c'est ce capitalisme-là, un capitalisme qui n'est pas financier, mais qui est de connivence, qui est en crise et qui est à l'origine des difficultés que nous traversons. Et alors du coup, aujourd'hui, en octobre 2014, on va s'inquiéter plutôt du risque de déflation ou du risque de politique monétaire laxiste ? Alors, je pense que le risque de déflation est totalement surestimé. Je pense que derrière ce discours, il y a toujours le même état d'esprit, qui est un état d'esprit qui consiste à regretter l'inflation, la dévaluation, à l'intervention des pouvoirs publics et des États dans la réalité économique, et ce de façon en réalité punitive masquée. Pourquoi je dis punitive masquée ? L'inflation, c'est une façon de priver la population d'une partie de son pouvoir d'achat. L'inflation, c'est un impôt. Sauf que c'est un impôt qui avance masqué et que l'on présente comme étant un moyen d'améliorer la situation des personnes endettées, de créer une dynamique favorable à la croissance. Donc il y a tout un discours artificiel sur l'inflation qui justifie le vol. Et donc je pense que cet appel à la menace de déflation, qui est un appel au retour de l'inflation, est un appel au vol. Et cet appel au vol, c'est le constat que le vol qu'on est en train d'essayer d'organiser au travers des politiques monétaires ne marche plus. C'est-à-dire qu'on a beau mettre des taux d'intérêt très bas, augmenter la base monétaire, sur le terrain, ça ne répond plus. Alors,
Pour revenir maintenant sur le sujet des rentes, dans votre livre, vous en parlez beaucoup. Vous dénoncez ces rentes comme, pour expliquer de manière très sommaire le propos que vous développez, sont en fait les professionnels de différents secteurs qui cherchent auprès de l'État ou des protections financières ou réglementaires pour se protéger de la concurrence. Au fond, c'est déjà ce que dénonçait, vous le citez souvent, ce que dénonçait Bastia, qu'on aime beaucoup ici, dans sa pétition sur des fabricants de chandelles. Est-ce que ce qu'on avait au 19e ne se retrouve pas exactement de la même façon aujourd'hui ? Si, l'esprit est resté le même. C'est-à-dire que les outils, les modes d'expression, la réalité économique au quotidien a changé, mais c'est toujours la même situation. C'est-à-dire des gens qui ont un certain nombre de privilèges, de protections, qui échappent à la concurrence et qui demandent systématiquement à l'État de maintenir cette situation. Et ce que je dis dans le livre, d'ailleurs, à partir de Bastia et à partir qui annonce qu'il combat Auguste Mimrel, qui était le responsable un peu du MEDEF de l'époque. Et Auguste Mimrel, qui avait une carrière politique assez heurtée et opportuniste, il était monarchiste sous Louis-Philippe, républicain sous la Deuxième République, bonapartiste sous Napoléon III, républicain de nouveau dans les années 1870. On l'accuse donc de manquer de conviction. Il dit pas du tout. J'ai toujours été protectionniste. Et donc, il y a un état d'esprit dans une partie du patronat, il y a un état d'esprit chez certains salariés qui consiste à essayer de refuser toute forme de confrontation réelle, d'essayer de se protéger, de s'organiser dans la routine, au nom de la déloyauté de la concurrence, au nom de la perversité du marché, avec un objectif qui est, encore une fois, un objectif de pur conservatisme. Or, en soi, on peut considérer qu'après tout, pourquoi ces gens n'arriveraient pas à préserver leurs revenus ? Ce qui est dommageable pour la société, c'est que, ce faisant, ils maintiennent un niveau de prix qui est largement supérieur à ce qu'il devrait être. Et là aussi, ils bloquent les transferts de pouvoir d'achat vers l'ensemble de la population et donc l'amélioration du bien-être général. D'autant plus que souvent, les différentes aides, enfin les différentes protections dont ils peuvent bénéficier prennent la forme de subventions. Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'image des libéraux qui critiquent en permanence les réglementations sur le marché du travail qui bénéficient, qui seraient antisociaux. En réalité, le discours libéral va critiquer aussi les subventions dont bénéficient les différentes entreprises pour rester dans une économie qui évolue pas. C'est-à-dire qu'ils diront que le discours libéral économique va critiquer la subvention que toucherait l'entreprise industrielle qu'elle a pour éviter d'avoir à faire les réformes nécessaires. Absolument, oui. Il ne s'agit pas de considérer que c'est uniquement quelques individus qui réussissent à obtenir un statut en béton. C'est toute intervention de l'État qui cherche à tordre les effets du marché. Donc à tordre dans le temps, à préserver des activités qui sont obsolètes, à tordre dans l'espace en introduisant des droits de douane, et puis, encore une fois, à mettre en place des systèmes qui ignorent le progrès. Et l'État a conscience, d'ailleurs, je pense que l'état d'esprit ambiant est tel que les gens ont conscience que ce genre de situation ne peut pas durer éternellement. Ce qui est dommageable dans ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on focalise le combat contre les rentes sur quelques professions, dans le principe de vouloir remettre en cause le statut des notaires, des pharmaciens, des huissiers et autres professions, qui étaient dans ce qu'avait annoncé M. Montebourg et repris récemment M. Macron. Il y avait quand même, au total, à la fin, l'idée qu'on allait redonner 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat à la population. Donc on voit bien que derrière ces mécanismes, il y a une forme de transfert occulte de pouvoir d'achat de l'ensemble de la population vers quelques individus. Mais alors, vous parlez de profession réglementée en disant, ce qui est certainement le cas, que c'est un prisme relativement réduit du sujet. Donc si je vous comprends bien, ce qu'il faut, c'est des réformes beaucoup plus amples. Et d'ailleurs, vous en proposez beaucoup dans votre livre, qui sont pour le moins rarement entendu dans le débat public français. Vous parlez de concurrence un peu partout, de privatisation. Alors, résumé comme ça peut sembler caricatural. C'est pas le cas, vous les développez. Mais ce que vous prenez, c'est un big bang de la société et de l'économie française. Oui. Je pense qu'il faut maintenant, on est arrivé à un stade où il faut changer complètement de direction, considérer clairement que la concurrence, c'est l'outil privilégié de l'action publique, que la concurrence, c'est un état d'esprit, mais ça peut être aussi un ensemble de décisions qui sont prises pour la favoriser, et que, en particulier, l'État ne doit pas s'interdire de réfléchir à ses propres missions en termes de concurrence. C'est-à-dire que je dis, l'État doit cesser d'être maître d'œuvre pour être maître d'ouvrage. Il y a beaucoup de domaines où il n'a pas besoin d'agir lui-même. Il suffit de demander à un certain nombre de gens d'agir dans un cadre qu'il va prédéfinir, prédéterminer, et à eux, dans le cadre d'une logique de concurrence, de confrontation réelle, de vérification permanente de sa manière de servir, à eux de s'organiser. Concrètement, là aussi, l'État avait, au travers de la nouvelle loi organique, la LOLF, avait instauré des
des indicateurs, c'est-à-dire qu'on voulait vérifier la performance du service public par rapport à des indicateurs. C'est devenu une bureaucratie à côté de laquelle celle de l'Union soviétique pourrait paraître modérée et anodine. Et donc, l'idée de la performance est là, l'outil n'est pas le bon. Le bon outil, c'est la concurrence. Tout à fait. Alors, en parlant d'interventionnisme, dans votre livre, vous montrez un peu comme vous l'aviez fait dans le socialisme de l'excellence, que finalement l'interventionnisme n'est pas l'instrument le plus efficace pour la redistribution et pour aider les personnes les plus défavorisées en France. Est-ce que, si je vous suis bien, la concurrence en fait est là également le meilleur instrument, je veux dire, de justice sociale, même si Hayek n'aurait pas aimé le mot? Oui, je pense, oui. C'est le bon outil pour deux raisons. La première raison, c'est que les politiques de redistribution que l'on a en place, qui sont sur deux piliers. Il y a un pilier punitif au travers de l'impôt, il y a un pilier positif au travers de la distribution d'allocations sociales. En France, c'est un tiers, les réductions des inégalités reposent un tiers sur l'impôt sur le revenu et les quelques impôts progressifs, et les deux tiers sur les allocations. Ce tiers sur l'impôt sur le revenu, il est purement punitif, c'est-à-dire on réduit les inégalités, non pas en aidant les pauvres, mais en abaissant les riches. Or, le but de la société, c'est pas d'abaisser une partie de ses membres, c'est d'aider la partie qui est en difficulté. Et sur les allocations, je pense que les allocations, elles sont utiles si elles sont véritablement centrées et ciblées sur les gens qui sont en difficulté, dans un état d'esprit où ça les aide à sortir de leurs difficultés pour leur permettre de réaliser, encore une fois, leur personnalité, leur talent, de vivre leur vie au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, je pense que des systèmes qui sont des systèmes purement à la fois de prise en charge des individus et des systèmes qui résonnent de façon purement punitive sont des systèmes qui vont à l'encontre de ce qu'il faut faire. En revanche, la concurrence, là aussi, une fois qu'on est dans la règle du jeu, on a l'impression, dans un jeu concurrentiel, qu'on est véritablement devenu soi-même, qu'on a assumé son destin. Donc, en somme, les inégalités ne sont pas forcément injustes. Non, les inégalités ne sont pas forcément injustes. Ce qui est injuste, ce sont les inégalités des chances. Ce sont justement tous ces mécanismes de connivence qui font qu'une fois que vous êtes dans un certain cercle, dans un certain cénacle, vous échappez à toute remise en cause de vous-même. Une fois que vous êtes dans le statut de la fonction publique, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais remis en cause, quelle que soit votre manière de servir, sauf si vous êtes dans des situations extrêmes, mais vous atteindrez l'âge de la retraite. Et puis, alors il y a un coup d'entrée, il faut préparer des concours. En général, les gens qui les réussissent sont des gens qui ont fait des efforts de préparation importants. Mais une fois que vous êtes dans le cercle, une fois que vous êtes un insider, vous échappez à toute remise en cause. Avec comme conséquence que, vous avez une forme de régression qui s'abat sur les outsiders, et puis d'autre part, vous avez effectivement un état d'esprit qui, à mon avis, fonde l'injustice. C'est-à-dire la remise en cause permanente de soi-même est le fondement de la justice. Alors, je vais vous lire un extrait d'un texte, et après, je vous demande juste de le commenter. Le texte commence comme ça. « Le malaise que notre mutation accélérée suscite tient pour une large part aux faits multiples que nous vivons dans une société bloquée. De cette société bloquée, je retiens 3 éléments essentiels, au demeurant liés les uns aux autres de la façon la plus étroite. 1. La fragilité de notre économie. 2. Le fonctionnement souvent défectueux de l'État. Et 3. L'archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales. » C'est un extrait du discours de politique générale de Jacques Chaban-Delmas en septembre 1969. Est-ce qu'au fond, rien ne change? Est-ce il y a des raisons d'être optimiste aujourd'hui? Ou alors, depuis 45 ans, la France est figée et se fige chaque jour un peu plus? Alors, la France est figée depuis longtemps, puisque effectivement, le rapport Rueff-Armand avait été mis dans les oubliettes. Ouais. Jacques Chaban-Delmas et sa nouvelle société ont été assez vite emportés. Raymond Barre aussi, quand il avait fait son discours de politique générale, avait été un des premiers à dénoncer les rentes et à dire que des objectifs, notamment pour lutter contre l'inflation, c'était de réintroduire de la concurrence. Et donc, un des objectifs de sa politique, c'était véritablement un arbitrage entre la concurrence d'un côté et les rentes de l'autre. Mais je pense qu'on arrive à un moment qui est opportun pour réaliser ces espoirs de la nouvelle société, ou des espoirs de Raymond Barre, ou de ce qu'il y avait dans le rapport Rueff-Armand, pour 2 raisons. D'abord parce que l'État est essoufflé, c'est-à-dire que l'État est perclus de dettes. Nos dirigeants sont appelés à un retour de l'inflation. Donc, encore une fois, le vol en mode organisé de la population, en disant c'était si bien quand on dévaluait, quand on faisait de l'inflation. Donc, ça veut dire que le désarroi général fait que de nouvelles solutions peuvent émerger. Et le deuxième élément, c'est que là aussi, sur le plan technologique, je pense que la multiplication d'Internet, la mise en contact de beaucoup de gens entre eux, fait que l'état d'esprit de l'échange, de la concurrence, de la dynamique concurrentielle est un peu partout. Et puis, je crois aussi
résultat de ces deux choses que la population qui attend quelque chose est tout à fait disposée à jouer le jeu de la concurrence. C'est-à-dire qu'elle a compris que l'État ne peut plus rien pour elle et qu'après tout, finalement, sa prise en main dans un cadre de justice, c'est-à-dire d'égalité, c'est-à-dire de capacité de chacun à être reconnu. C'est-à-dire ce que les gens ne supportent pas, effectivement, c'est la connivence. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que la population française est probablement prête à faire des réformes beaucoup plus amples que ses responsables politiques, ce que je crois assez vrai, notamment sur les questions d'éducation. Mais en même temps, je dirais qu'on ressent d'une certaine façon une crainte de la société française, notamment vis-à-vis de l'innovation. C'est bien ce que montre Luc Ferry dans son dernier petit livre sur l'innovation destructrice, et voire même vis-à-vis de la croissance. Un sociologue qui s'appelle Gérald Bronner, avec lequel on a travaillé, qui montre que la société française, il y a un discours ambiant aujourd'hui qui est très défavorable à la croissance et qui tend de cette façon à inhiber l'innovation dans notre pays. Est-ce que là on n'est pas sur des clés qui sont plus psychologiques, je ne sais pas ou sociologiques, je ne sais pas comment les décrire, et comment est-ce qu'on peut faire pour les lever, tout simplement pour redonner à la France un peu une inspiration? Je crois que par rapport à ça, il y a deux remarques à faire. La première, c'est que la classe politique, comme la classe médiatique et tout ça, est âgée. Âgé, pas forcément d'ailleurs dans son âge absolu, mais dans sa façon de penser, ne serait-ce que parce que la population elle-même est en train de vieillir. Et donc, elle délivre comme message qu'elle croit correspondre à l'état d'esprit ambiant. Et il est sûr qu'à partir d'un certain niveau d'âge, de responsabilité, on n'est plus naturellement conservateur que engagé dans une réforme de fond, dans une explosion générale d'un cadre dans lequel on vit. Puis la deuxième raison, c'est que les gens ont l'impression qu'on sait ce que l'on quitte, on ne sait pas où on va. Et qu'au nom de la réforme, finalement, ce qu'on cherche à leur vendre, c'est un recul en arrière, c'est un abaissement, c'est une régression sociale, c'est une baisse de leur pouvoir d'achat. Et donc, je pense qu'il faut davantage tenir un discours clair, expliquer exactement quels sont les enjeux. En ce sens, l'expérience britannique du gouvernement libéral-conservateur est intéressante parce qu'ils ont toujours tenu, que ce soit les conservateurs ou les Lib Dem, un discours clair. Osborne, qui est le chancelier d'échiquier, notamment dit « je ne vais pas vous tenir un discours churchillien ». On n'est pas dans une situation où on a Hitler en face de soi, la déroute de l'armée française, enfin bon, on n'est pas dans cette situation de 1940. Mais je vais vous tenir un discours d'effort, de volonté, de capacité de redressement. Je crois que la population française, si on le tient ce genre de discours, si on l'explique l'enjeu, est prête à voir immédiatement, et si elle voit immédiatement les bénéfices de l'opération, elle est prête à suivre. Alors je vais avoir deux dernières questions pour finir notre entretien. J'en aurai encore beaucoup d'autres, mais on va essayer de les limiter dans le temps. La première question, c'est ce que vous décrivez comme solution et comme résultat. Est-ce que on n'est pas dans une société un peu idyllique, un peu dans ce que Rosan Vallon a appelé le capitalisme utopique? Il avait écrit un livre très intéressant sur le sujet. Est-ce que vos objectifs sont réalisables ou est-ce que vous pensez mettre la barre très fortement d'un côté pour espérer qu'elle s'arrête, qu'on aille un petit peu dans ce sens-là sans y aller vraiment? Est-ce que vous pensez qu'on y est prêt et qu'on... Je pense qu'on y est prêt. C'est-à-dire que, effectivement, le modèle de concurrence pure et parfaite qui fonde mon approche et ma réflexion est un modèle qui a été beaucoup critiqué comme étant irréaliste, qu'il n'y a pas de concurrence pure et parfaite, il n'y a pas de parfaite fluidité sur le marché. Il y a pas... Or, je pense encore une fois qu'on est de plus en plus sur des marchés qui obéissent à ce modèle grâce à Internet et tout ça. Et je pense en plus que, même si c'est un peu un modèle que je compare au gaz parfait de la physique, c'est-à-dire aucun gaz n'est un gaz parfait, et pourtant il se rapproche suffisamment de ce gaz parfait pour que les raisonnements que l'on fait à partir du modèle de gaz parfait expliquent le fonctionnement des moteurs et expliquent toute la thermodynamique. Et donc je pense qu'on n'arrivera pas à la concurrence pure et parfaite du modèle, l'équilibre général calculable des économistes néoclassiques de la fin du 19e siècle, mais en revanche, on peut s'en approcher suffisamment pour en tirer effectivement les bénéfices qu'ils en attendaient. Et alors, une dernière question. Votre livre porte sur la France. Vous écrivez l'état de connivence, le capitalisme de connivence. Ce que je trouve intéressant, c'est que la Banque mondiale vient de publier un rapport sur la Tunisie, dans lequel elle dénonce le copinage qui nuit à l'égalité des chances. Cet été, donc Raghuram Rajan, dont on parlait tout à l'heure, a donné une interview dans laquelle il expliquait que c'est le capitalisme de connivence qui est un danger pour la croissance dans les pays en développement. Ce week-end, Hernando de Soto, qui est un économiste péruvien, a publié un essai dans Wall Street Journal qui expliquait que
qu'il fallait arriver vers plus de concurrence et étendre le marché dans les pays arabes où l'absence de normes de marché est selon lui la raison principale au désespoir des populations arabes. Ce capitalisme de connivence, finalement, est-ce qu'il est typiquement français? Est-ce qu'on le retrouve partout? Et comment est-ce qu'on l'explique dans les autres pays ailleurs qu'en France? Alors, ce capitalisme de connivence n'est pas typiquement français. D'ailleurs, dans la liste des gens, on pourrait rajouter Luigi Zingales, qui avait écrit un livre dont j'avais fait la critique dans certains médias, qui n'a jamais été traduit en français, mais qui dénonçait le crony capitalism. Donc, Luigi Zingales est un Italien qui vit aux États-Unis et qui justement montrait quand même que derrière le mot capitalisme qui pouvait s'appliquer à l'Italie comme aux États-Unis, qui sont des sociétés libérales, de démocratie, il n'y avait quand même pas le même mode de fonctionnement, il y avait une véritable connivence dans le fonctionnement de l'Italie. Je pense que toutes les sociétés ont plus ou moins des structures, des armatures de connivence. Je pense que dans les pays anglo-saxons, il est clair que la population, parce que c'est la population aussi qui a porté la destruction du capitalisme de connivence, c'est elle qui a porté Margaret Thatcher au pouvoir, c'est elle qui, dans certains des États des États-Unis, fait des class actions contre les ententes, contre les monopoles, y compris privés d'ailleurs, qui essaient d'obtenir qu'on casse certains oligopoles privés. Donc, il y a des pays qui sont plus ou moins engagés dans le fait de se débarrasser de cette connivence. Ce qui est intéressant, c'est que on a cru à un certain moment qu'une fois qu'on serait débarrassé du communisme, on serait dans une société qui serait une société libérale. Bon. Donc le problème du communisme est derrière nous. Je pense que l'échec du keynésianisme au sens de Keynes est aussi derrière nous et qu'on va pouvoir revenir au keynésianisme au sens de Keynes, c'est-à-dire véritablement remettre la concurrence. Tout le monde va vers ça, chacun à son rythme, mais je pense qu'effectivement tout le monde y va et que les pays émergents en ce sens peuvent forcer le pas. C'est-à-dire que beaucoup de ces pays quittent des systèmes qui sont issus d'un tiers-mondisme plus ou moins admiratif de l'Union soviétique, ils s'aperçoivent de l'impasse, ils sont en train de se débarrasser à assez grande vitesse. Très bien, merci. Ça nous aurait amené sur d'autres sujets de commerce international dont vous parlez aussi et qui sont là aussi assez révélateurs d'un certain capitalisme de connivence et du besoin de concurrence. On n'aura pas le temps. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel de nous avoir accordé cet entretien à propos donc de votre livre L'état de connivence qui est paru chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Je vous en prie.